tous. Donc, merci au comité d'organisation de m'avoir proposé de tenter de répondre à cette question des bonnes indications du MitraClip. Donc voilà mon conflit d'intérêt pour cette présentation. Et donc pour répondre à cette question, je pense qu'il faut répondre avant tout aux deux problématiques suivantes. La procédure MitraClip est-elle techniquement faisable? Et cette procédure est-elle la meilleure option pour mon patient? Alors concernant la faisabilité, donc vous savez l'étude pivot qui a validé le concept du MitraClip, c'est l'étude Everest 2. Et dans Everest 2, donc qui est une étude déjà ancienne, des critères anatomiques extrêmement précis avaient été définis, notamment concernant le type de fuite. Il s'agissait exclusivement de fuite A2P2 avec une bonne coaptation, avec un prolapsus qui n'était pas trop important, pas de calcification. Et pendant longtemps, ces critères étaient gravés dans le marbre et il était absolument interdit d'y déroger. Et vous le savez, le cardiologue interventionnel est par nature rebelle et séditieux, et donc il n'a pas hésité à franchir cette limite fixée par Everest 2. Il faut dire qu'il a été encouragé en ça par les progrès de l'imagerie, notamment l'avènement de l'échographie tridimensionnelle, par l'accompagnement industriel qui est extrêmement important, par l'appropriation de la procédure au fur et à mesure de son expérience, et puis par le développement de techniques, de trucs et astuces qui vont permettre d'améliorer la technique. Je vous montre ici un papier que je trouve très intéressant qui a été publié par l'équipe de Brescia, où en fait ils ont pris une vingtaine de patients qui avaient une insuffisance mitrale fonctionnelle qui ne répondait clairement pas du tout aux critères Everest 2. Et en fait, c'est des patients qu'ils ont préparés, donc en amont de la procédure. Ils ont tout fait, tous les moyens étaient bons pour diminuer la pré- et la post-charge. Donc vous voyez, on va utiliser des diurétiques, des inotropes, les ballons de contre-pulsion. Peu importe, tout ce qu'on veut. Toujours est-il que le jour de la procédure, on constate qu'il y a un grand nombre de patients qui, cette fois, ont une coaptation tout à fait satisfaisante et qui vont souvent réintégrer les critères d'Everest 2. Ils vont même plus loin puisqu'ils ont pu faire les procédures sans problème particulier et que le devenir à long terme, le pronostic à long terme de ces patients qui n'avaient pas les critères Everest 2 est finalement le même que ceux qui avaient les critères Everest 2. Alors, une autre technique est très importante, c'est l'utilisation de la pression expiratoire positive. Et vous voyez ici sur un cathétérisme droit qu'on a fait en début de procédure, vous voyez qu'on constate avec l'augmentation de la PEP une disparition, un effacement complet de l'onde V sur la pression capillaire, qui témoigne donc bien sûr de la disparition de la fuite mitrale, et ceci donc de façon totalement artificielle et transitoire, mais on va permettre de cette disparition, on va se profiter de cette disparition pour accrocher nos feuillets mitrales, et ceci va permettre le déroulement de la procédure dans de bonnes conditions. Une autre technique qui se développe de plus en plus et qui vient d'Allemagne, c'est la technique dite du zipping by clipping, qui consiste à fermer l'orifice mitral, un peu sur le mode d'une fermeture éclair, tout en évitant bien sûr de créer un gradient transmitral. Donc, je vous montre le cas ici de ce jeune patient qu'on avait essayé de traiter au tout début de notre expérience, et vous voyez qu'il a un défaut de coaptation tout à fait majeur sur une cardiopathie dilatée avec une fuite qui est absolument monstrueuse. Et je ne vous cacherai pas qu'on a totalement échoué à traiter ce patient il y a 3 ou 4 ans, puisqu'évidemment, on avait essayé de mettre un clip en plein milieu de la fuite, et on se doute bien que les bras sont trop courts et c'était pas possible. Et on a repris ce patient il y a un peu plus de 6 mois, en combinant ces différentes techniques. On a préparé le patient, on a utilisé la PEP, on a utilisé le zipping by clipping, et on a pu obtenir un résultat qui est tout à fait satisfaisant. Donc, aujourd'hui, plutôt que des critères anatomiques extrêmement, un peu rigides, on va dire, issus d'Everest 2, on utilise plutôt cette nomenclature avec notamment un glissement des indications en fonction de l'expérience des centres. C'est-à-dire qu'il est recommandé pour les centres débutants d'utiliser plutôt les critères anatomiques qui vont être situés à gauche de l'écran, donc de s'attaquer à des pathologies du segment 2, absence complète de calcification, une bonne surface d'ouverture, une bonne ouverture, pas du tout de gradient, et puis des feuillets qui vont se laisser attraper, grasper facilement, avec un prolapsus pas trop important, une bonne coaptation. Et puis après, pour les centres qui vont avoir un petit peu plus d'expérience, on va pouvoir s'attaquer à des pathologies un petit peu plus complexes, à des prolapsus A1P1, A3P3, une petite calcification si elle n'est pas située juste au niveau de la zone de grasping ne sera plus une contre-indication. On va pouvoir attaquer donc des valves un petit peu plus restrictives, des prolapsus un peu plus complexes. En revanche, la partie de droite donc, sont des critères qui sont dits inappropriés. Alors vous voyez, c'est un petit peu étonnant, mais on dit aussi que c'est autorisé au centre à haut volume. En tous les cas, en France, c'est pareil, puisqu'il n'existe pas de centre à haut volume. Comme vous l'a montré Patrice, les centres à haut volume, c'est des centres qui sont essentiellement en Allemagne. Et en France, personne n'a l'expérience pour faire des fuites aussi sévères. Application anatomique, ça va être essentiellement la maladie de Barlow.
ça va être le rétrécissement mitral. C'est évident que si le patient, avant même qu'on ait mis le moindre clip, a déjà un gradient transvalvulaire supérieur à 5 mm de mercure, ça ne va pas être possible. S'il y a des calcifications majeures de la valve mitrale, à ce moment-là, il faudra peut-être s'orienter vers un autre dispositif. Et puis, bien sûr, si la fuite mitrale vient d'une perforation valvulaire, par exemple, liée à une endocardite. En tous les cas, et j'insiste vraiment là-dessus, on ne peut déterminer la faisabilité de la procédure que sur la base d'une échographie transœsophagienne réalisée spécifiquement dans cette intention par un échographiste référent MitraClip. Et si besoin, une relecture par les spécialistes, par les gens d'Abbott. Mais il ne s'agit pas de dire, tiens, ce patient a une IEM, bon, bah, il a eu une ETO il y a 3 mois dans le cadre d'un bilan d'AVC, on va bien voir à quoi ressemble la valve mitrale. Non, il faut vraiment faire un examen dédié et on refait souvent les examens faits par l'échographiste référent. Donc maintenant, vous savez que la faisabilité ne définit pas l'indication, donc il s'agit de savoir si la stratégie du MitraClip représente la meilleure option pour mon patient. Donc pour répondre à ça, il faut s'interroger de façon suivante. Premièrement, à quel type d'insuffisance mitrale ai-je affaire? Deuxièmement, quel est le risque opératoire de mon patient, en prenant également en compte le type d'opération dont va probablement bénéficier le patient. Est-ce qu'il va avoir un remplacement valvulaire ou une plastie mitrale? Quelle est mon expérience, puisqu'on a vu que les critères, les indications n'étaient pas les mêmes, les critères de faisabilité en fonction de l'expérience de l'opérateur. Et puis également, c'est important, Patrice aussi en a un petit peu parlé, c'est le fait de savoir si l'indication va être prise en charge, soit par la sécurité sociale, soit par mon établissement. Dans les insuffisances mitrales primitives, donc suite à la publication en 2015 de l'HAS, avec quand même, il faut le signaler, un ASA de niveau 2, c'est quand même assez rare. Donc un arrêté a été publié au journal officiel en décembre dernier. Et donc ça y est, l'insuffisance mitrale primitive non éligible à la chirurgie est désormais remboursée. Donc là aussi, Patrice l'a dit, dans l'insuffisance mitrale primitive avec un ORI chirurgical, donc un PHRC Mitra-FR verra le jour le plus rapidement possible, on l'espère. Et puis enfin, dans l'insuffisance mitrale secondaire, donc les recommandations européennes ouvrent la porte au MitraClip, en signalant bien que toutes les données qui vont en ce sens sont uniquement issues de registres, puisqu'il n'y a pas d'essais randomisés. Donc c'est la raison pour laquelle un certain nombre d'essais ont été designés, et on ne va citer que le PHRC Mitra-FR, pas seulement par pur chauvinisme, mais aussi parce que c'est l'essai qui est le plus abouti, puisque, ma connaissance, c'est le seul dont les inclusions soient terminées. Vous voyez, c'est tout récent, ça a 3 semaines, les inclusions sont terminées, et donc on attend avec impatience, sans doute dans 1 an et demi, la réponse à cette question. Est-il utile de corriger cette fuite mitrale chez les patients qui ont une insuffisance mitrale secondaire et un mauvais VG? Alors en attendant, faut-il le faire? Quelques éléments de réponse. Un premier qui vient de ce papier qui a regroupé toutes les données publiées sur les patients présentant une insuffisance mitrale fonctionnelle. Vous voyez, on parle quand même de 875 patients, donc des patients qui sont sévères avec une fraction d'éjection à 34%, 70% des patients ont une cardiopathie ischémique, un Euroscore logistique à 24, un STS score à 12. Et vous voyez que lorsque l'on met un MitraClip à ces patients, on constate que tous les paramètres échographiques vont dans le bon sens: amélioration de la fraction d'éjection, réduction des volumes, réduction de la pression artérielle pulmonaire systolique et une amélioration, une augmentation du périmètre de marche sur 6 minutes de 100 mètres. Comparaison n'est pas raison, mais quand même pour mémoire, dans l'étude Miracle, qui était une des grandes études qui avait validé la resynchronisation cardiaque, l'amélioration du périmètre de marche était de 35 mètres. Donc évidemment, c'est des patients qui étaient en stade 3 ou 4 avant le MitraClip. Dans 90% des cas, ils ne sont plus que 19% à être en stade 3 ou 4 après MitraClip. Et surtout, il faut signaler, et il faudra bien garder ça en mémoire lorsque les résultats de Mitra-FR seront publiés, c'est des patients qui sont à extrêmement haut risque. 26% d'événements à 9 mois, 15% de mortalité toute cause à 9 mois, 26% de réhospitalisation pour insuffisance cardiaque. Donc c'est des patients qui restent extrêmement sévères. Donc un autre argumentaire qui va dans le même sens, c'est ce registre prospectif italien de 120 patients présentant une fuite mitrale fonctionnelle, qui ont été, donc 60 ont eu un MitraClip, 60 ont été traités médicalement. On a utilisé un propensity score pour se remettre dans les conditions d'un essai randomisé, et on constate que le pronostic est meilleur en faveur du bras MitraClip, à la fois en termes de mortalité toute cause, de décès cardiovasculaire et de réhospitalisation.
Un dernier mot sur ce qui est sans doute les mauvaises indications. Et notamment, je voulais souligner ces facteurs prédictifs de mortalité à 1 an qui sont issus du registre TRAMI, c'est le registre italien, sur près de 900 patients. Donc on retrouve des facteurs assez classiques tels que l'anémie, l'insuffisance rénale, l'artériopathie. Mais je voulais signaler l'insuffisance tricuspide avec, vous voyez, un hazard ratio qui est supérieur à celui d'une fraction d'éjection inférieure à 30%. C'est donc un facteur prédictif très important. Voilà, donc pour conclure, je voudrais dire qu'en 2017, un patient éligible à la chirurgie doit être opéré s'il a un risque faible ou intermédiaire. Pour les risques élevés, eh bien, Mitra HR répondra à cette question. Qu'il y a un élargissement possible des critères anatomiques Everest 2 dans les centres expérimentés. Et enfin, je voulais insister fortement sur l'importance du screening échographique afin d'écarter tous les patients qui présentent de vraies contre-indications au MitraClip, le Barlow, l'endocardite, le rétrécissement mitral et les calcifications importantes. Je vous remercie. Merci beaucoup, Guillaume. Je pense qu'on peut te demander peut-être de rejoindre Guillaume et puis on va ouvrir le débat et les questions. Donc, s'il n'y a pas de questions, Patrice, je voudrais juste que tu nous fasses un commentaire. Tu nous as montré la répartition en France et dans les pays européens de l'utilisation du MitraClip en fonction du mécanisme de l'insuffisance mitrale. C'est vrai que quand on a commencé, je pense comme toutes les équipes, on avait la recommandation de traiter plutôt des IM secondaires que des IM primaires, alors qu'en fait, on s'est rendu compte au fil de l'expérience que d'un point de vue technique, c'était plus simple et plus facile. Quand d'un point de vue du résultat immédiat procédural, le résultat en termes de réduction de la fuite était un peu meilleur et de meilleure qualité. Donc est-ce que toi tu penses qu'il faut remettre en cause cette recommandation de commencer par des IM secondaires et plutôt, puisque maintenant c'est remboursé, traiter pour un centre qui débuterait son expérience des IM primaires en respectant les critères d'Everest pour des centres débutants? Je pense que traiter une insuffisance mitrale secondaire, pour en avoir parlé à Guillaume, on partage un peu cette idée. C'est plus simple que traiter une insuffisance mitrale primitive, parce que lorsque le prolapsus est un peu large, lorsqu'il y a un beau décalage entre les deux feuillets, le grasping ne va pas forcément être facile. Donc je pense que traiter l'insuffisance mitrale fonctionnelle, ça a été finalement pour les Français un bon moyen de se mettre en jambe. L'insuffisance mitrale primitive donne indiscutablement des bons résultats ou des meilleurs résultats, puisque une fois que vous avez traité la fuite mitrale, vous avez traité la maladie finalement, alors que dans l'IM secondaire, évidemment, on n'a pas traité la maladie, on a traité une des conséquences de la maladie. Donc je pense que ça a été une chance de commencer ainsi. Ensuite, je pense qu'on a traité plus d'insuffisance mitrale secondaire, surtout parce que les chirurgiens rechignent à opérer les insuffisances mitrales secondaires déjà aujourd'hui. Donc ils sont, je dirais, plus enclins à laisser traiter ces patients-là par le cardiologue interventionnel. Je pense que les choses vont probablement évoluer maintenant vers l'insuffisance mitrale primitive parce que on n'est pas encore sûr de rien et on attend les résultats des études pour l'IM secondaire. Mais par contre, sur l'IM primitive, on est sûr que le pronostic à tout point de vue, et notamment en survie, est nettement meilleur chez un patient qui a plus de fuite ou très peu de fuite comparé à une fuite de haut grade. Et en plus, ça marche de façon redoutablement intéressante, je trouve. Et puis, je vous avais montré un patient hier lors du Sympo, c'est-à-dire que si sur une rupture de cordage avec un prolapsus, vous avez traité et que quelques années après, un autre cordage se rompt, la fuite réapparaît, vous pouvez reprendre votre patient, réintervenir et retomber sur un bon résultat si la surface mitrale utile résiduelle est suffisante. C'est vrai qu'en plus, en France, il y a quand même un énorme biais qui est le fait du remboursement, et notamment le fait que les procédures qui étaient prises en charge dans le PHRC, donc dans Mitra FR, c'était uniquement des secondaires, et celles-ci étaient prises en charge. Donc forcément, on avait tout intérêt à traiter ces patients-là, puisque celles-ci étaient prises en charge. Pour moi, le risque de Mitra FR, c'est une super étude, super bien menée. Franchement, Jean-François Aubadian, on peut que lui tirer notre chapeau. Ma crainte, c'est qu'on a toléré des fractions d'éjection jusqu'à 15%, et que quand on a une grosse fuite mitrale secondaire avec une EFE1 15%, on tape dans une population vraiment très grave, et que finalement, le risque est là. Je ne sais pas quels seront les résultats de l'étude, mais le risque est là. On pourrait aussi arriver à une étude qui dit finalement, c'était pas bien, ça n'a pas marché sur la mortalité. N'oublions pas qu'on tape une population quand même grave, 15 à 40%, mais je crois que beaucoup de patients étaient relativement bas en FE. Ce sera intéressant de voir la moyenne de la FE.
Mais quoi qu'il en soit, à ce jour, toutes les études montrent que la crainte de tout le monde, c'était de dire, si vous traitez cette insuffisance mitrale, vous allez planter le ventricule gauche parce que c'est un mécanisme adaptatif. On a tous appris ça sur les bancs de la fac. Clairement, là, toutes les études disent que quand on traite la fraction d'éjection, que ce soit en fraction d'éjection ou en débit cardiaque calculé, vous améliorez ou au moins vous restez à des valeurs stables. Donc vous ne détériorez pas ce ventricule et son débit. S'il n'y a pas de questions. Pour revenir sur les chirurgiens, on sait qu'en France, quand même, la culture chirurgicale, elle est vraiment à la plastie mitrale. Et finalement, la technique de MitraClip, une technique d'Alfieri qui est peut-être pas forcément qu'à utiliser un peu en sauvetage chez les chirurgiens. Est-ce que vous pensez que c'est un frein au recrutement du MitraClip? Alors nous à Rennes, on a la chance d'avoir un chirurgien qui est très motivé par le MitraClip, qui traite beaucoup de pathologies mitrales et qui vient avec nous sur toutes les procédures. Et donc, là aussi, je l'ai dit en Sympo, mais c'est vrai que si vous avez la chance d'avoir un chirurgien qui est motivé, qui vient avec vous, notamment au début de votre expérience, pour apprendre l'anatomie, parce que moi personnellement, je ne connaissais pas du tout l'anatomie de la valve mitrale, même l'oreiller de gauche. Voilà, je voyais vaguement où c'était. Et c'est vrai qu'avoir un chirurgien, ça nous aide pour nous repérer dans l'espace. C'est quelque chose qui est extrêmement utile. Donc ça va vraiment dépendre, ça va dépendre des centres et ça va dépendre de l'expérience, de l'attitude du chirurgien. J'ai une question concernant l'activité US, et peut-être Augusto peut répondre aussi. Aux US, ils ont obtenu le remboursement pour les high risk et les inopérables, il y a déjà 2 ans, organique. Et tu nous as montré que l'activité, en fait, est extrêmement faible aux États-Unis. Donc j'ai du mal à comprendre. Elle n'est pas extrêmement faible, elle a bien monté. Pour l'instant, ils en font moins qu'en Europe de l'Ouest, mais elle n'est pas faible. À ma connaissance, mais Augusto, tu me corriges si je dis une bêtise, le remboursement aux États-Unis est comme en France que pour les contre-indiqués à la chirurgie. Les hauts risques ne sont pas les recommandations, ils mettent les hauts risques, mais le remboursement n'est que pour les contre-indiqués, sauf erreur de ma part. C'est comme pour la France. C'est vrai. Oui. Donc, mais on fait beaucoup de hauts risques. Non, les hauts risques sont remboursés aux États-Unis. Ils sont remboursés, les hauts risques? Alors, ça dépend des centres. Partout, presque partout, il y a un médecin ou deux dans le centre qui font les clips. S'ils ont la bonne chance d'avoir un de ces médecins, ils en font beaucoup. Chez nous, on a fait ça, il y a 2 médecins qui font les clips toujours ensemble. Alors, on fait 2 par semaine, toutes les semaines, une liste d'attente. Mais dans les centres autour de nous, on ne fait pas de clips. Et comme toutes les procédures, il faut un expert pour le faire. La courbe d'apprentissage est un peu lente, mais une fois que tu sais comment le faire, ça prend 40 minutes, ça va vite, ça va bien, avec une grande équipe d'écho, avec une bonne imagerie. Mais aux États-Unis, ça monte. Partout maintenant, on veut des experts qui savent faire le clip. Alors tous les jeunes gens qui font le fellowship de structural, ils apprennent surtout le clip et ils vont dans d'autres centres. Augusto, les 2 experts dont tu parles, par exemple à Washington, sont 2 cardiologues interventionnels ou un chirurgien, un cardiologue interventionnel? Cardiologue. 2 cardiologues. Ouais, je pense qu'il faut dire 3 experts parce que l'échocardiographiste est crucial, non seulement pour la sélection des patients, mais aussi pour la procédure, parce que on ne peut pas travailler sans l'échographiste, pas n'importe quel échographiste, un échographiste dédié au MitraClip. Exactement. Dites si je me trompe, mais pour nous, c'est vraiment fondamental. C'est la raison de notre succès. On a un très bon échocardiographiste dédié à ça. Et par rapport à la notion de haut risque, on pourrait se dire, s'il commence à traiter les hauts risques, dans l'étude qu'on a développée, le risque, c'est risque intermédiaire haut et haut risque. C'est-à-dire qu'on a bien compris que si on allait jouer dans le haut risque strict tel qu'il est défini, dans beaucoup de centres, finalement, on l'a vu avec le TAVI, finalement, on va le pousser discrètement vers le contre-indiqué. Il va falloir être très vigilant pour ça en France, d'ailleurs, parce que nos organismes de tutelle vont être très vigilants, eux, sur les clips et l'indication. Mais dans l'étude qui se développe dans Mitra-HR, on tombe vraiment dans une population sur laquelle on se base sur le STS, mais surtout on se base surtout, et ça a été décrit dans l'article de Stone et de Vahagnan, sur les critères de fragilité. Finalement, c'est STS à temps ou tel critère de fragilité. Le patient qui a une trachéotomie, qui a des pontages qui passent derrière le sternum, qui a des problèmes de début de cirrhose, de varices ésophagiennes, quoique les varices ésophagiennes, c'est pas génial pour nous non plus d'ailleurs. Enfin, il suffit d'un critère de ce type pour passer dans haut risque. Donc voilà un petit peu où se situe la population de façon à ce qu'on puisse cibler une population recrutable. Comme pour le TAVI, c'est le chirurgien habituellement qui décide si c'est au risque ou pas.
Ils font la fragilité et le STS. Là, Le eye test. dans l'article de Stone et de Vagnan, et donc dans nos critères, c'est où. Et dans leur article, c'est aussi où. C'est le STS à plus de 8, c'est le risque, ou un critère de fragilité. D'où nous, dans notre étude, on a fait une différence entre le plus de 75 ans et le moins de 75 ans. Le moins de 75 ans doit avoir un STS supérieur à 8 ou un critère de fragilité. Et le plus de 75 ans doit avoir un STS supérieur à 6 ou un critère de fragilité. Et en fait, je pense que l'essentiel des patients sera recruté sur le critère de fragilité. En fait, la décision, elle est prise par le Heart Team et on n'a peut-être pas assez insisté, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des procédures qui sont vraiment très bien tolérées. On opère des patients, enfin on prend en charge des patients qui ont 20-25% de fraction d'éjection, qui sont âgés, et c'est des patients qui sont extubés sur table et qui sortent le lendemain ou au pire le surlendemain. C'est vraiment des procédures qui se passent très bien et ça n'a rien à voir avec une sternotomie, une plastie ou pire un remplacement valvulaire. On imagine un remplacement valvulaire mitral chez un patient qui a 30% de fraction d'éjection, on sait qu'on va dans le mur et là ça se passe très bien. Ok, mais merci pour cette très belle conclusion. Je crois que